La chocologue. Ce nom m'est revenu aux oreilles bon nombre de fois ces dernières années. Ce n'est que quand je l'ai rencontrée pour la première fois, en participant à l'un de ses ateliers pour apprendre à déguster le chocolat, que j'ai compris à qui j'avais affaire. Une experte au palais affûté, impressionnante de précision et de concentration. Et surtout, une technicienne capable de transmettre sa passion et ses connaissances avec une pédagogie rare. Victoire Finaz, docteure en psychologie, est donc l'une des plus grandes expertes en chocolat. Un produit que tout le monde, ou presque, adore et croit connaître, moi la première. Mais comment reconnaître un bon chocolat ? Quelle différence entre chocolat d'artisan et de grande distribution ? Dans cet épisode, Victoire nous aide à y voir plus clair. Mais Victoire est aussi une consultante plébiscitée par les artisans comme par les mastodontes du secteur et une entrepreneure accomplie à la tête de sa propre marque de chocolat. Avec le sens du partage qui la caractérise, elle nous confie son expérience entrepreneuriale, les moments de doute qu'elle a dû affronter et ses conseils pour les créateurs d'entreprises. Si vous aimez ce podcast et que vous voulez m'aider à le faire connaître à de nouveaux auditeurs, laissez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. Vous êtes prêts à passer à table ? Je suis Adeline Glibota et voici le portrait de Victoire Finaz dans Girls in Food. Bonjour Victoire Finaz. Bonjour Adeline. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis chocologue, spécialiste de la dégustation de chocolat. J'ai une société depuis 15 ans qui propose 3 activités. J'ai une activité de vente de chocolat pour les entreprises où je fais du cadeau d'affaires personnalisé. Donc c'est vraiment une spécialisation qu'on a développée dans mon équipe. Et puis je donne des formations aux particuliers ou aux professionnels sur la botanique, sur le cacao, le chocolat et l'analyse sensorielle. Et je fais des animations. Alors là, il y a toute une partie événementielle qui est plus ludique pour les entreprises principalement, où là, on organise des buffets chocolat, des dégustations, des ateliers de fabrication de tablettes, voilà, pour des team building par exemple. Ok. Bon, avant d'en savoir plus sur toi et sur comment tu en es arrivé là, on va remonter un petit peu en arrière. Quelle était la place de la cuisine dans ta famille quand tu étais enfant ? Alors, la cuisine a toujours été très présente parce que j'ai un papa qui cuisine beaucoup. Et donc du coup, on a toujours eu des super bons petits plats. Et voilà, surtout les dimanches. C'était les week-ends, c'était les grands moments de cuisine. Et c'est lui d'ailleurs qui m'a appris à faire la première mousse au chocolat quand j'avais 8 ans. Donc ça restait un de mes desserts fétiches. Et voilà, c'est vrai que j'ai une famille plutôt gourmette. On aime bien les bonnes choses, les petits produits, les épices. J'ai des parents qui voyagent beaucoup, donc on a toujours ramené un tas de choses partout dans le monde. Et tu parlais justement du dimanche. Est-ce qu'il y avait un plat qui te reste en mémoire, le plat du dimanche Alors, de ton enfance ? C'est le pot-au-feu. Okay. Ça, c'était la grande recette de mon père. Et puis, sinon, j'ai un plat aussi qui me vient là en flash. C'est la langue de bœuf, sauce piquante. Ah, ok. Alors ça, c'était un plat que faisait mon arrière-grand-mère, que j'ai eu la chance de connaître. Et je t'avoue que quand j'étais enfant, voir arriver cette langue de bœuf, littéralement la langue, quoi. C'était space. Donc, ouais, c'est un souvenir que j'ai avec des émotions plus d'éclat de rire et de moquerie. Mais voilà. Est-ce que ça veut dire que quand tu étais petite, tu as été habituée à manger de tout, y compris parce que les abats, c'est pas forcément quelque chose qui est dans toutes les familles, où il y a beaucoup de gens qui n'en mangent pas. Enfin, ouais, c'est vrai. Non, mais dans ma famille, on nous a tout présenté. C'est que vraiment, mes parents, ils voulaient qu'on aime tout et qu'on mange de tout, donc c'était aussi un peu, ça faisait partie de notre éducation. Ouais. Toujours dans ton enfance, comment tu imaginais ton avenir ? Qu'est-ce que tu pensais faire quand tu serais grande ? Alors, moi, j'ai souvent rêvé d'être militaire et d'être agent secret. Ah, c'est vrai ? Ouais. Ça correspondait à quoi, cette envie ? Le côté sportif. Donc, t'étais très sportive ? Ouais, j'aime bien bouger. Et puis, le côté un peu combattant. Et puis après, comme j'ai eu des problèmes de dos qu'on a détectés à l'âge de 10 ans, j'ai dû porter un corset pendant 3-4 ans. Du coup, j'ai un peu laissé tomber cette voie-là, mais je me suis pas mal tournée vers les histoires de commissaires, de policiers et tout, voilà. Donc Julie Lescaut était ma grande héroïne. Ce sera la phrase choc de cette interview.
Et puis après, avec l'adolescence, je me suis découverte en fait une grande sensibilité pour tout ce qui était sensoriel. Et j'adorais, j'étais très manuelle, hein, j'étais tout le temps en train de construire des bracelets, des perles, des trucs pliages, enfin bref, je faisais beaucoup de choses avec mes mains. Et surtout, j'adorais stimuler mes sens. Donc c'était les odeurs, le toucher, la musique. Donc je me suis toujours dit, tiens, je ferais bien un métier qui stimule mes sens. Ok. Et quel a été ton tout premier job ? Alors, ça peut être adolescente, ton premier salaire, enfin tu vois, vraiment le tout premier petit métier que tu aies fait. Écoute, moi j'ai fait beaucoup de stages, mais j'étais pas beaucoup payée. Mais dès la 3e, j'étais en entreprise et je faisais photocopie, des petits trucs de tri, de rangement. Et puis mon premier boulot, enfin j'ai fait plein de boulots étudiants, mais je t'avoue qu'un des boulots qui m'a quand même fait marrer, c'était j'ai vendu le Monde à la criée dans les gares. Ok. Ouais, donc du coup, et en fait, c'était un peu un challenge parce que j'étais quand même assez timide. Ah oui, étant, donc oui, c'est étant jeune. Un challenge. Et en fait, là, il fallait littéralement crier qui veut le monde, machin et tout. Et en fait, il se trouve que j'étais une super vendeuse, donc le monde m'a rappelé pas mal de fois pour que je puisse travailler les week-ends. Et sinon, j'étais vendeuse dans des magasins, j'étais serveuse au Paradis du Fruit. Je faisais du soutien scolaire. Enfin, j'ai fait tout un tas de petits boulots pendant mes études pour m'aider à financer mes voyages, mes activités et tout. Et est-ce que tu as l'impression que ces premiers jobs t'ont appris des choses qui peuvent encore te servir aujourd'hui, même si c'est pas de manière complètement littérale, mais... Ben en fait, tous ces boulots m'ont permis de me découvrir. Et de découvrir en fait les facettes de ma personnalité, parce que c'est des boulots que j'ai fait en étant étudiante. Et en fait, moi j'étais partie de chez mes parents à 18 ans parce qu'ils habitaient à Londres, et moi je suis repartie à Paris faire mes études de psychologie. Et c'est vrai qu'en fait j'ai vraiment eu le sentiment, tu sors du cocon familial, tu deviens une personne. Déjà j'avais choisi mes études, j'étais dans une voie qui me passionnait. Et c'est vrai que c'est là, je pense, que la personnalité peut vraiment se libérer, s'exprimer. Et toutes ces activités aident en fait à cette connaissance de soi-même. Et puis avec mes études de psychologie, j'étais en plein dedans aussi. Donc c'est vrai que pour moi, ce sont des années où j'ai passé beaucoup de temps à lire, à réfléchir à ce que j'avais reçu, à qui j'étais, ce que je voulais faire. Ouais. Alors tu nous l'as dit, tu t'es orientée vers la psychologie. Tu es même allée très loin dans ce domaine puisque tu es allée jusqu'à la thèse. Pourquoi ce choix de la psychologie initialement en fait ? Qu'est-ce que tu t'imaginais faire à l'issue de tes études de psychologie ? Alors j'ai choisi psycho parce que je voulais faire à ce moment-là du marketing sensoriel. En fait, j'avais énormément lu pendant ma terminale des bouquins sur la sociologie, sur les typologies de consommateurs, et en fait, je trouve que c'était vraiment intéressant de voir qu'il y avait différents profils. C'était nouveau pour moi de découvrir ça parce qu'on l'apprend pas forcément à l'école. Et en fait, ce que j'avais envie de faire, c'était de travailler dans le marketing parce que c'est une discipline qui me parlait, mais je voulais absolument qu'il y ait un volet sensoriel. Et donc du coup, voilà. Et soit je partais dans une école de commerce, soit j'allais faire psychologie. Et comme j'ai été prise au concours et que c'est des études qui par ailleurs m'intéressaient énormément parce qu'en fait je suis aussi très sensible, donc j'aime bien comprendre comment on fonctionne, la relation avec les autres. Et je me suis dit que c'était des études qui allaient aussi m'enrichir. Et donc voilà, donc j'ai fait ces études. C'est vrai que j'avais pas la vocation d'être psychologue, clinicienne comme on l'entend. Parce que je pense qu'il faut déjà avoir la vocation, puis 2, je suis trop sensible pour ça, et puis c'est pas vraiment le métier en clinique qui m'appelait. Mais ces études ont été passionnantes et m'ont donné plein d'outils en fait pour me comprendre et pour aussi grandir. Et en fait, j'ai terminé mes études par une thèse que là, je voulais absolument sensorielle. Et donc du coup, j'ai fait ma thèse sur l'expertise du chocolat. Donc une comparaison entre les experts et les novices dans la dégustation de tablettes de chocolat. Et en fait, on parlait énormément d'expertise en vin, en tableau,
il y a plein de domaines d'expertise en bière, il y a beaucoup de domaines qui sont identifiés, reconnus, il y a des écrits, mais sur le chocolat, il n'y avait pas d'écrit. Et donc du coup, ma première question, c'était déjà, est-ce qu'il existe des experts ? Et si oui, quelles sont leurs compétences ? Comment ils se différencient d'un novice ? Donc je suis partie un peu à tâtons, et j'ai interrogé une trentaine de chocolatiers et de dégustateurs et de journalistes, et j'ai interrogé une trentaine de novices pour avoir, si tu veux, une comparaison entre deux populations. Et voilà, et dans mes chocolatiers, il y avait Pierre Hermé, Jean-Paul Lévin, pas mal de chocolatiers sur Paris évidemment. Et c'était intéressant parce qu'il y a deux grandes différences qui sont apparues. La première, c'est que les experts utilisent leurs 5 sens pour déguster. Et en fait, je les ai interrogés un par un, et ils avaient tous la même méthode. Et là, je me suis dit, mais c'est fou, parce que moi, j'adore le chocolat. C'est vrai que je t'ai pas encore parlé de mon amour pour le chocolat, mais j'en mangeais tout le temps, de tout. Et en fait, j'avais jamais pris conscience, tu vois, qu'il y avait une méthode. Et puis... Donc, il y avait en fait cette méthode codifiée, n'avait jamais été codifiée, n'avait jamais été mise par écrit, cette méthode de dégustation. Non, il y avait très peu d'écrits à cette époque-là, c'était il y a plus de 15 ans. Alors que de manière instinctive, tous les experts employaient plus ou moins la même méthode. Enfin, toi, c'est ce que tu as observé, c'est ça ? Voilà, ils avaient la même méthode dans le sens où ils stimulaient les 5 sens de façon séquentielle et toujours dans le même ordre. Donc, ils démarraient par la vue, après ils sentaient, après ils cassaient le chocolat pour écouter le son, pour voir la casse, et après ils le goûtaient, et donc il y avait la texture d'abord et le goût. Et donc, ils ont tous eu cette même méthode-là, et les novices, en fait, eux, ils n'ont pas de méthode. Donc, ils goûtaient un chocolat, ils parlaient de tout un peu de façon azimut, et puis, c'était pas ordonné. Et la deuxième grande différence, c'est le vocabulaire. En fait, les experts, quand ils ont dégusté les tablettes, déjà, ils ont presque tous parlé des plantations et des process de fabrication. Et puis, ils faisaient des ponts de qualité, de goût, entre ce qu'on pouvait trouver dans une plantation, dans une chocolaterie, et au final, au goût. Alors que les novices, eux, ils sont... leur attention est portée sur le cacao et le sucre, mais voilà, il n'y a pas beaucoup de vocabulaire technique. Donc ça, déjà, j'ai réalisé qu'une expertise existait. Et puis surtout, je me suis dit, mais c'est fou parce qu'il y a tellement d'amateurs de chocolat, en fait, personne ne sait le déguster. Donc il faudrait trouver un moyen pour les former et pour faire des cours de chocologie. Et tout de suite après ma thèse, il y a une des expertes qui m'a proposé de la remplacer pour animer un cours de chocologie parce qu'elle devait partir en voyage. Et en fait, tu sais, c'était à la mode à l'époque des dégustations de vin dans les entreprises. Et assez rapidement, on a commencé à supprimer l'alcool. Et donc du coup, le chocolat a eu le vent en poupe. Et donc là, cette agence événementielle, du coup, je l'ai remplacée, elle m'a vue à l'œuvre. Et elle a eu des très bons retours, donc elle a commencé à me faire travailler tous les mois. Et comme je parlais anglais, du coup, elle a commencé à me mettre sur les événements un peu internationaux, les CODIR, etc. Et donc du coup, j'ai commencé à avoir cette activité en parallèle de mes études. Et c'est là où j'ai monté d'ailleurs ma boîte de conseil. Parce qu'auto-entrepreneur, ça n'existait pas à l'époque, donc j'ai direct monté mon SRL. Mais donc tu étais très jeune à l'époque, hein, si je calcule bien, tu vois, c'est ça, 23, 24 ans. J'avais 23 ans, et après c'était pas du tout prévu, si tu veux, j'avais pas du tout prévu d'être entrepreneur, c'est juste que cette société me faisait travailler, je demandais à ma mère qui est expert en porcelaine de facturer, tu vois, pour que je puisse récupérer l'argent, tout bêtement. Oui, c'était un peu compliqué. Et en fait, au bout de 3 dégustations, elle m'a dit c'est bon, monte ta boîte, moi je peux pas te facturer tes dégustations de chocolat. Et donc en fait, j'étais un petit peu prise, tu vois, dans l'engrenage. Et en fait, j'ai monté ma boîte. Tout de suite, je me suis prêtée au jeu. Donc j'ai créé un site internet, j'ai fait une carte de visite, j'ai envoyé des mails. Si quelqu'un veut une dégustation, faites appel à moi. Et puis c'est comme ça que mon business s'est lancé. Et je me suis dit, bah tiens, j'ai ma petite boîte de conseils en parallèle d'un vrai métier que je vais avoir. Et ce vrai métier, c'était censé être quoi ? Et bah, ce vrai métier, donc pour moi, après psycho, j'ai parti faire un master de marketing à HEC. Donc un master spécialisé. Et puis après, j'ai démarré chez Kraft Food. Donc j'ai démarré dans l'industrie agroalimentaire. Parce que voilà, j'avais cet amour pour le chocolat, si tu veux, mais bon, j'étais assez vite déçue rapidement parce que ça correspondait pas du tout à mes valeurs de qualité, de goût. Et en fait, j'ai eu la chance, avec ma thèse, de découvrir l'artisanat, de rencontrer justement les artisans
qui sont des hommes passionnés, et de me rendre compte surtout que le chocolat avait autant de goût, si tu veux, qu'une palette aromatique, et que ça se dégustait comme un grand vin. Et c'est plutôt ce monde du goût et de la gastronomie qui m'attirait beaucoup plus que l'industriel. Donc en fait, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Kraft et je suis partie. Et là, j'ai décidé de faire une formation de chocolaterie chez Ferrandi. Il y avait un stage de chocolaterie Pierre Hermé à l'époque. Et donc du coup, j'ai fait ce stage de chocolaterie et en fait, ça m'a donné envie de créer ma marque de chocolat. Ok, donc toujours très jeune, non? Ouais, j'avais... 24, 25 quoi. Exactement, j'avais 25 ans quand j'ai terminé toutes mes études et mon stage, et c'est là où j'ai démarré mon projet de création de marque de chocolat. Et d'un point de vue business ou conseil pour des auditeurs qui seraient dans cette perspective-là de monter leur boîte, est-ce que le fait de se lancer très jeune, c'est quelque chose que tu trouves, avec le recul maintenant, bien? Est-ce que tu trouves que tu as fait des erreurs que tu n'aurais pas faites si tu avais eu un peu plus de bouteilles? Enfin, qu'est-ce que tu en penses de cette expérience d'avoir fait les choses finalement très vite, très jeune, sans forcément réfléchir non plus pendant 100 ans sur est-ce que c'est le bon truc à faire? Tu as monté ta boîte un peu par nécessité et de manière organique, quoi. Ouais. Écoute, moi ce que je me suis dit à cet âge-là, c'est que j'avais mes diplômes en poche. Je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais toujours retomber sur mes pattes et je trouverai sûrement un boulot quelque part. J'étais pas très inquiète. Et puis surtout, j'ai la chance d'avoir rencontré des personnes qui avaient les mêmes velléités d'entrepreneuriat à ce moment-là. Et donc du coup, j'ai pu créer cette marque en association avec 2 personnes issues du monde du chocolat, qui étaient plus âgées que moi, qui étaient un peu comme des mentors. Et donc du coup, j'ai pu créer cette société entourée avec... En fait, j'étais tellement passionnée, si tu veux, que j'ai vu que j'arrivais à fédérer des fournisseurs qui me faisaient confiance, des personnes qui avaient vraiment envie de me soutenir dans mon projet. Et donc, du coup, j'ai eu cette vibration qui a fait que... Et l'énergie. C'est vrai que monter une boîte, j'ai mis 2 ans à la monter, donc tu vois, c'est quand même beaucoup de travail. Parce qu'il faut créer j'ai créé une collection de chocolat avec le chocolatier avec qui je travaille depuis 15 ans. Et donc du coup ça a été tout un travail de développement qui a pris plus de 6 mois. Il faut développer le packaging, créer les statuts, préparer le lancement. On a recruté une personne aussi pour que je puisse démarrer avec un binôme qui s'occupait du marketing et moi je m'occupais de la fabrication. Donc ça a été énormément de travail parce qu'on est parti de zéro et ça a été beaucoup de nuits blanches, beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres. En fait, c'était très excitant. Ça prend énormément d'énergie. Donc, moi, je suis contente de l'avoir fait jeune parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais moins le temps de recréer quelque chose de zéro. Mais après, oui, forcément, on fait des erreurs. Moi, je pense que... je sais pas, tu veux que je te livre des erreurs que j'ai faites? Pourquoi pas, ouais. Je pense qu'on apprend aussi en fait, tu vois, on voit que ça a super bien fonctionné pour toi. On peut avoir l'impression que c'est un long fleuve tranquille, que ça a grandi comme ça, sans jamais rencontrer finalement d'obstacles, mais il y en a sûrement eu quand même. Et c'est intéressant, je trouve, de voir que... Il y a plusieurs difficultés qui se présentent, si tu veux, au fur et à mesure de l'aventure. Déjà, quand on crée un projet, quand on monte sa boîte, au départ, c'est abstrait. Je me souviens que j'ai changé plein de fois de concept. Donc, on a du mal à savoir où on veut aller, parce qu'à chaque fois, il y a des gens qui vous donnent son avis et qui critiquent, etc. Donc déjà, trouver la bonne idée et la développer, déjà, ça met du temps à mûrir. Ensuite, il y a le fait de... en fait, quand on crée une boîte, il y a tout à faire, quoi. Donc en fait, moi j'étais psychologue, ok, j'ai fait un master en marketing, mais j'étais pas comptable, j'étais pas logisticienne, etc. Donc en fait, on se met à apprendre énormément de métiers. Donc on apprend tous les jours à la force des choses. Et donc ça, c'est pas évident, je trouve, parce qu'il faut être hyper couteau suisse. Et après, oui, c'est sûr qu'il faut des qualités pour être entrepreneur. Il faut de la persévérance, parce que clairement, les choses se créent pas en un jour. Donc il faut énormément avoir de conviction et de passion, parce que ça, c'est le moteur, c'est la flamme qui fait que la locomotive, elle avance. Et puis, il faut persévérer parce qu'il y a toujours des bonnes nouvelles, mais il y a aussi des mauvaises nouvelles. Et en fait, on passe de up and down, tu vois. Et en fait, on se réjouit tout de suite, et puis ça peut être très down.
quand on apprend la mauvaise nouvelle. Et en fait, il faut vraiment trouver l'énergie pour continuer, se relever. Et parce qu'on a plein de portes fermées, hein, forcément, c'est pas facile. Et puis voilà, je pense que il y a aussi des choses qui est difficile quand on crée sa boîte, c'est de trouver son modèle. Parce qu'en fait, on démarre tous avec un business plan, en disant voilà, je vais vendre comme ci, comme ça, et puis je vais faire tel chiffre d'affaires, etc. Mais en fait, la réalité est toujours différente. Et donc du coup, ce qu'il faut, c'est trouver des capacités d'adaptation pour rectifier le tir, et pas le faire trop tard d'ailleurs. Donc en fait, c'est toujours se remettre en question et puis être à l'écoute du marché, voir comment le produit réagit. Parfois on pense que ça sera le best-seller, mais en fait les gens sont intéressés par autre chose. Bah voilà, il faut pas s'obstiner, il faut tout de suite... Bien sûr. Donc ça c'est vraiment, je pense, une force de l'entrepreneur, c'est de s'adapter et d'évoluer. Et puis c'est de bien s'entourer. Je pense que, je le dis en dernier, mais je pense que c'est la chose la plus importante. C'est vraiment de trouver des ressources autour de soi, parce qu'en fait on ne peut pas tout faire, et donc du coup des spécialistes qui vont apporter la pierre à l'édifice et qui fait qu'on va aussi plus vite. Et tu as parlé aussi tout à l'heure de mentor. C'est une notion qui revient beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat d'aujourd'hui. On dit beaucoup, dans les conseils, il y a beaucoup, trouvez-vous des mentors qui vont vous aider, qui vont vous coacher un peu. Concrètement, comment on trouve un mentor ? C'est une bonne question. Ça peut être des personnes qui sont finalement pas si loin de nous, dans l'entourage, ça peut être des amis des parents, des cousins. En fait, chacun a une expérience qui est aussi intéressante à partager. Et moi, c'est vrai que je suis toujours très curieuse. Donc, peu importe qui je rencontre, je pose toujours des questions. Et en fait, j'apprends énormément de toute personne d'ailleurs. Et après, c'est des personnes... Moi, je trouve qu'ils ont soit une expérience très différente, soit plus d'expérience, donc des personnes plus âgées, parce qu'en fait, souvent, on arrive avec un questionnement et elles ont déjà répondu à cette question. En tous les cas, elles ont des pistes de réflexion. Les menteurs, ils n'ont pas forcément la réponse, mais ils vont poser des questions, ils vont nous challenger, sur la vision, sur nos envies, sur nos compétences, sur nos rêves. Et en fait, tout ça, c'est des questions hyper importantes qu'on oublie quand on est dans le train-train et qu'on est tête baissée à foncer dans le tas, en fait. Et donc, du coup, les mentors, souvent, c'est des personnes qui vous tirent un peu la tête et qui vous sortent la tête de l'eau, et puis qui vous font réfléchir à des choses quand même assez importantes pour pouvoir nourrir cette direction et cette vision. Et si on revient à ton activité à proprement parler, tu as donc une marque de chocolat. Ouais, donc tu vois, moi j'ai créé cette marque de chocolat en 2009 avec des associés, donc c'était une boîte à part. À l'époque, la marque elle s'appelait Abanico. Et ensuite de ça, moi j'avais ma société de conseil en parallèle. Donc en fait, j'avais 2 sociétés. Une société où j'étais chocologue dans ma boîte de conseil et je faisais mes animations, mes formations, mes conférences, tout un tas d'activités de conseil. Et puis, en fait, tout de suite après ma thèse, je suis partie dans les plantations de cacao parce que j'ai compris, en interrogeant les experts, qu'on pouvait apprendre à déguster le chocolat si on comprenait la botanique. Et donc du coup, c'est vraiment une des premières choses que j'ai faites, c'est de partir dans les plantations en 2008. Et donc j'ai refait des voyages assez régulièrement pour être on the fields, sur les champs avec les producteurs, et comprendre ce qui se passait et toute la main de l'homme, comment elle façonnait la taille de l'arbre, la récolte, l'ouverture de la cabosse, la fermentation, le séchage. Toutes ces étapes, en fait, elles vont avoir une incidence assez déterminante sur le goût du cacao, sur la qualité. Donc ça, c'était vraiment important pour moi de comprendre ça. Et c'est vrai que ça m'a donné énormément de lumière sur la dégustation. Donc, pour moi, c'était une démarche vraiment globale. Et donc j'avais ces activités de conseil où je travaillais pour des sociétés et je pouvais travailler sur l'innovation produit, sur l'étude du marché, du chocolat, du sucré de manière générale. J'ai travaillé sur des développements de recettes, sur du sourcing, sur par exemple aussi du vocabulaire. Souvent c'est ce qui manque aux professionnels. Ça peut être pour un dossier de presse, ça peut être pour une présentation commerciale. En fait, ils me faisaient déguster les chocolats et moi je faisais des descriptifs, des profils, et en fait ils se servaient de ce vocabulaire pour présenter par exemple leurs produits, leurs chocolats. Donc c'est vrai que le vocabulaire, c'est quelque chose que j'ai toujours beaucoup développé et qui est très important parce qu'en fait on se rend compte que l'expertise s'assoit sur 4 piliers. La première, c'est la concentration, c'est ce qui différencie manger et déguster.
La deuxième chose, c'est la stimulation sensorielle. Et ça, j'avais déjà identifié que j'étais très sensorielle, donc je n'ai fait que travailler mes sens comme des petits muscles. Oui, pour, tu avais effectivement une base que tu avais... Voilà, j'ai une base et que je travaille encore aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment un sport de tous les jours. Donc concentration, stimulation sensorielle. Après, c'est la mémoire. Donc j'ai fait énormément de travail de mémoire sur le goût, sur les défauts, sur toutes les sensations en fait. Il faut faire tout un travail de mémorisation, ce qui va permettre de reconnaître et d'identifier. Et puis ensuite de ça, le dernier pilier, c'est le vocabulaire. Et en fait, l'idée, c'était de développer un vocabulaire qui était nuancé, précis, détaillé, voilà, pour pouvoir être au plus juste. Et moi, quand j'écoutais ces grands experts en vin parler d'un vin, on dirait un poème, en fait, quand ils parlent, on en est bercé par les mots. Et j'ai toujours pris conscience que les mots étaient importants. Et je trouve que ça fait plusieurs fois qu'on en parle depuis le début de l'échange. Il y a un parallèle très très important à faire entre le chocolat et le vin. Oui, complètement. Est-ce que tu peux revenir dessus? Parce que finalement, il y a des experts en vin, c'est une discipline qui est reconnue, la sommellerie, l'œnologie, enfin il y a même plusieurs types d'expertise. En revanche, pour le chocolat, on a l'impression que c'est très rare. Vous êtes très peu nombreux à être experts en chocolat. C'est vrai qu'il y a énormément de parallèles entre l'œnologie et l'art de la dégustation de chocolat. Et pour te dire, moi j'ai démarré mes dégustations en m'associant énormément avec des sommeliers et des œnologues. Parce que tu vois, dès que j'ai créé ma société de conseil, je faisais beaucoup d'animations comme je te disais, et c'était souvent des animations ludiques dans les entreprises, et souvent on me commandait une animation vin et chocolat. Et donc du coup, ça fait 15 ans que je travaille sur les accords, sur les parallèles, et c'est vrai que ça m'a énormément aidée pour développer la chocologie, et justement ça m'a beaucoup inspirée aussi. Et donc c'est vraiment grâce au sommelier que j'ai appris à déguster, et puis que j'ai pu construire en fait, grâce à l'œnologie et à ma thèse, j'ai vraiment construit une méthode qui pour moi résumait, si tu veux, une façon de stimuler ses sens. Donc en fait c'est vrai qu'il y a beaucoup de parallèles, et ça m'inspire encore aujourd'hui, tu vois, c'est vraiment, le vin c'est toujours quelque chose que j'ai aimé déguster, et d'échanger avec des professionnels du vin, ça m'apprend encore énormément sur le chocolat. Il y a aussi un point sur lequel j'aimerais bien qu'on revienne, parce que j'ai l'impression qu'il y a une incompréhension du public sur le chocolat, c'est qui fait quoi dans le chocolat. On le sait, le cacao ne pousse pas sous nos latitudes, mais on a tendance à faire un amalgame entre la personne qui transforme le cacao en chocolat et le chocolatier qu'on peut avoir assez, enfin un coin de la rue, en France en tout cas, qui font le chocolat. Est-ce que tu peux revenir un petit peu pour les auditeurs sur voilà, qui fait quoi dans le domaine du chocolat? Comment ça marche? Ouais. Alors c'est une très bonne question, parce qu'en effet c'est une filière qui est très complexe, parce qu'il y a énormément de métiers. La filière du cacao, donc elle démarre sur les plantations de cacao qui se trouvent sur la ceinture équatoriale du monde, donc en effet c'est pas en France. Donc on est vraiment autour de l'équateur, et tous les pays d'équateur en général sont producteurs de cacao, sont des pays qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de vie que les nôtres, et les mêmes conditions de travail. Beaucoup de paysans, beaucoup de propriétés familiales. Et la filière tend évidemment à s'organiser depuis les dernières années en coopérative. Il y a des filières qui se montent, mais il faut savoir qu'il y a déjà 2 grands marchés du cacao. Il y a un marché, parce que le cacao est coté en bourse, c'est la 3e denrée la plus exportée au monde après le café et le sucre. Mais ça on ne le sait pas forcément. Mais... Donc en fait le trading du cacao est très réglementé. Et donc là, je te parle d'un cacao voilà, coté en bourse, donc c'est-à-dire un cacao, on va dire, standard, un cacao qui est vendu principalement aux grands acteurs de la filière. Donc aux industriels. Plutôt aux industriels, exactement. Donc il y a une bourse à New York et une bourse à Londres. Et ensuite, ce cacao voyage. Donc ça, ce sont des sociétés de trading qui importent et exportent le cacao et le livrent à ces acteurs, qui vont le transformer en chocolat. Pour transformer la fève en chocolat, il faut donc la torréfier. Et ensuite de ça, on enlève la peau, on moud le grain, on obtient une pâte, comme une pâte à tartiner, sauf que c'est une pâte de cacao sans sucre. Et ça, c'est la base de tout. À partir de cette pâte de cacao, on peut faire de la poudre, on peut faire du beurre de cacao,
on peut faire du chocolat noir et tous les différents types de chocolat. Et donc du coup, il y a des industriels comme, je ne sais pas si je dois citer des noms. Tu peux, Ouais. aucun problème. Donc il y a des industriels, par exemple historiques comme Monbana, qui eux achetaient des fèves et faisaient donc de la poudre de cacao et revendaient par exemple le beurre de cacao à l'industrie pharmaceutique. Van Houten aussi, c'est lui qui a créé le premier pressoir pour créer ce tourteau de cacao qu'on retrouve d'ailleurs toujours dans le commerce. Donc en fait, chaque personne a commencé à développer des machines pour travailler la fève. Donc il y a des personnes qui vendaient de la poudre, d'autres qui vendaient des couvertures de chocolat. Alors les couvertures de chocolat, c'est quoi ? C'est en fait quand tu as les fèves et que tu as transformé ta pâte de cacao, à partir du moment où tu rajoutes du sucre, tu obtiens le chocolat noir. Si on rajoute du sucre et de la poudre de lait, on a du chocolat au lait. Et pour avoir le chocolat blanc, il faut juste presser la pâte, récupérer tout le beurre de cacao qui est blanc. Et dans ce beurre de cacao blanc, on va rajouter de la poudre de lait et du sucre. Et là, on a le chocolat blanc. Donc en fait, il y a des acteurs qu'on appelle les couverturiers. Et je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait, leur métier, c'est d'acheter des fèves, de les transformer en chocolat qu'ils vont vendre soit en grosses tablettes, soit en citernes, soit en pistoles. Et ça va en fait être livré aux artisans ou aux chocolatiers qui achètent cette matière première. Donc en effet, les qui a déjà été transformée une première fois. Donc. Là, ils achètent du chocolat. Ouais. Donc ils achètent des pistoles qui vont en effet fondre. Et là, ils vont faire leurs tablettes, leurs bonbons de chocolat, leurs ganaches, leurs lapins de Pâques, etc. Donc ça, je dirais que c'est deux métiers entre guillemets différents. C'est-à-dire qu'il y a un métier de couverturier et il y a un métier de chocolatier qui achète cette matière première et qui travaille le chocolat pour faire des recettes. On a vu en fait des acteurs qui ont commencé à se dire, et notamment dans les deux sens. Par exemple, tu vois, un Valrhona qui achetait que des fèves au départ et qui transformait en couverture, s'est mis à faire des bonbons de chocolat. Oui. Et après, tu as des chocolatiers qui faisaient que des bonbons de chocolat qui ont décidé de faire leur couverture. Donc d'acheter directement les fèves. De maîtriser toute la chaîne en fait. Et de maîtriser toute la chaîne. Donc c'est vrai que ces métiers évoluent parce que tu peux interner une compétence ou la développer. Voilà, et après, selon les volumes que tu fais, tu es plus ou moins artisan ou industriel. Donc il y a différentes catégories dans cette filière. Et est-ce que acheter du chocolat bean to bar, c'est forcément un gage de qualité ? Est-ce que acheter un chocolat à l'inverse industriel au supermarché, c'est forcément de la mauvaise qualité ? Enfin, est-ce que tu peux décrypter pour nous un peu ces notions de industriel versus bean to bar ? On a l'impression qu'il y en a un qui est vertueux, l'autre qui est forcément à fuir. Est-ce que c'est vrai ? Alors, tu sais, je te parlais du marché du cacao qui était coté en bourse. Et en fait, il y a une autre filière de cacao qui s'est développée ces dernières années qu'on appelle le cacao de spécialité, le cacao aromatique, qui ne passe pas par la bourse et qui passe par des sourceurs, des traders en fait en direct qui achètent donc dans les pays producteurs et qui vont livrer les chocolatiers. Un peu comme le café de spécialité. Exactement, café de spécialité, mais même c'est vrai pour tout, pour le thé, pour plein de biens de consommation. En fait, pour tout ce qui est alimentaire, il y a toujours différents niveaux de qualité. Oui, d'ailleurs, il y a différents niveaux de prix. On le voit tout de suite dans les produits finis. Et donc du coup, ce marché du cacao de spécialité, en quoi il se différencie ? Déjà, il y a un cahier des charges qualitatif, du coup, qui est imposé aux planteurs, en lui disant, voilà, si jamais tu produis ton cacao avec telle et telle exigence, nous, on te promet de payer plus cher. Et donc, du coup, ça augmente drôlement. L'impact, il est assez immédiat sur le niveau de vie des planteurs. Et donc, du coup, c'est une filiale qui est encore très mince aujourd'hui, mais qui tend à se développer, mais qui vraiment a un impact fort au niveau local. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et au niveau de la qualité. Donc c'est vertueux. C'est totalement vertueux, oui. Sauf que c'est une minorité du marché. Bien sûr. Et donc du coup, ce cacao de spécialité, il va atterrir chez des grands chocolatiers qui vont promouvoir un cacao d'excellence, de qualité, gustatif, aromatique, et qui va vendre aussi très cher. Donc ça, c'est la conséquence. Donc il y a vraiment deux vitesses, je dirais, dans l'industrie du chocolat. Et donc du coup, je permets aussi d'apporter peut-être un regard, mais c'est deux marchés qui viennent assouvir des besoins différents.
Parce que le marché de masse, c'est pour tout le chocolat qu'on voit dans toute l'industrie alimentaire. C'est-à-dire, c'est aussi bien le chocolat qui coule sur le granola, les Mikado, que les glaces, que industriels. Enfin, donc en fait, il y a tout un marché qui est très en demande de ce type de chocolat de masse. Et puis, il y a des chocolatiers, c'est vrai, qui, eux, font beaucoup plus attention à la qualité et de plus en plus, et ça c'est grâce aux consommateurs qui aussi, moi je vois leur palais évoluer. Tu vois, ça fait 15 ans que j'anime des ateliers de dégustation partout en France, je me déplace aussi en Europe, dans le monde, et en fait les gens, je remarque, ils ont beaucoup plus d'exigences aujourd'hui. Ils veulent du goût, ils se posent des questions, ils veulent savoir d'où ça vient, et en fait toutes ces préoccupations sont très positives parce qu'elles portent le marché du chocolat vers le haut, et donc du coup ça demande à tous les acteurs de réfléchir un petit peu et de se dire bah tiens, comment on peut répondre à cette nouvelle demande de consommateurs plus exigeants, plus formés et avec un goût aussi qui est plus en demande, tu vois. Et donc du coup ça c'est très très positif et parce que voilà, c'est vrai que le volume se fait quand même dans les supermarchés. Les artisans, même si voilà, je prône le fait de découvrir l'artisanat français parce que c'est un des meilleurs du monde et qu'il y a vraiment un chocolat très aromatique et absolument délicieux chez les artisans. Ça reste pas la majorité du marché en fait. Donc voilà, il y a deux vitesses dans le cacao. Moi c'est vrai que dans mon métier de chocologue, j'essaie vraiment de promouvoir la qualité parce que c'est vraiment important pour moi tout le monde a été formé au supermarché. On a tous mangé des chocolats, enfin il faut pas se cacher, hein, on a tous eu des confiseries industrielles quand on était jeunes, mais ce qui est dingue, c'est de voir à quel point, et je l'ai vécu, et c'est pour ça que je veux absolument le transmettre, c'est dingue à quel point le goût peut évoluer et le goût peut se former. Et donc du coup, quand j'ai vu l'effet déjà sur moi, je me suis dit mais il faut absolument transmettre au maximum les informations pour que les gens comprennent ce qu'ils dégustent, comprennent ce qu'ils achètent, et aussi sachent comment le déguster pour avoir plus de plaisir et pour qu'ils tendent vers un cacao plus aromatique et plus délicieux en fait. Ouais. Ça nous permet effectivement d'y voir un peu plus clair sur qui fait quoi et cacao industriel versus chocolat artisanal, comment s'orienter. Puis après, tu vois, c'est vrai que l'artisanat, l'avantage c'est que tu vois, ils achètent des ingrédients sourcés chez des producteurs, souvent locaux, tu vois, il y a une relation en fait, un artisan, il y a une relation humaine qui est très importante, tu vois, donc il va sourcer ses ingrédients, il va faire à la main aussi, donc tu n'auras pas la même fraîcheur, tu n'auras pas les mêmes textures, etc. Tu n'as pas aussi les mêmes DLUO, tu sais, les durées de vie des produits, donc c'est pour ça qu'on ne peut pas comparer ces deux mondes parallèles mais tellement différents. Il faut juste comprendre comment ils se sont constitués et qu'est-ce qu'ils proposent, et après à chacun de faire son choix. Oui, bien sûr. Et toi, dans ton activité, donc on a parlé de ta marque de chocolat, on a parlé de ton activité de conseil, mais tu fais aussi des livres. Oui. Est-ce que tu veux bien nous raconter comment... Et maintenant, tu en es à ton deuxième qui vient de sortir. Est-ce que tu peux revenir un peu sur la genèse du premier et comment sont nés en fait ces projets éditoriaux? Oui. Alors le premier, j'ai reçu un mail de la maison d'édition qui avait envie d'écrire quelque chose sur le chocolat et qui trouvait que mon métier était intriguant. Et donc du coup, ils avaient très envie que je puisse raconter mon métier et proposer des recettes aussi accessibles. Et donc du coup, ça a été une belle aventure parce que les équipes étaient vraiment géniales. Et donc j'ai écrit le premier livre en 2008. Ça s'appelait donc Chocolat, l'art de la dégustation. Et ça a été réédité 2 ans après dans une collection permanente. Donc ça c'est top parce que ça permet de le faire vivre un petit peu plus longtemps. Et la collection s'appelle Super. Donc c'est Super Chocolat maintenant. Et ce livre, en fait, j'ai voulu vraiment... Il y a toute une première partie sur la chocologie. Et donc du coup, je mets à cœur d'expliquer mon métier, de transmettre cette méthode d'analyse sensorielle dont je te parlais, pour donner vraiment toutes les clés aux personnes qui aiment le chocolat, de comprendre. Donc il y a une partie sur les plantations, il y a une partie sur la transformation, le process,
pour comprendre comment on fait du chocolat et comment on le déguste, comment on stimule ses sens. Et après, il y a plein de recettes, brownies, cookies, tarte au chocolat, enfin, des choses vraiment simples à réaliser chez soi, avec les enfants, en famille. Donc ce livre, il a vraiment très bien marché et on continue à le vendre. Et le deuxième, c'est un projet, en fait, pareil, c'est une autre maison d'édition qui travaillait avec un médecin avec qui j'ai échangé beaucoup il y a 2 ans sur justement la formation, sur comment aider les personnes à mieux choisir son chocolat, parce que tu vois, il y a toujours aussi des questions de nutrition, de culpabilité dans le chocolat. Et donc du coup, ça m'intéressait, tu vois, d'échanger avec un médecin, et on a fait pas mal de choses. Et en fait, ce médecin a parlé de moi à sa maison d'édition, et donc du coup, ils m'ont convoqué et ils m'ont passé commande de ce deuxième livre qui visait vraiment à répondre à toutes les questions que se posent en fait les consommateurs de chocolat, à savoir, est-ce que le chocolat fait grossir, est-ce que c'est quoi un bon chocolat, comment on le choisit. Et donc du coup, c'est vraiment pour moi, même si c'est 2 maisons d'édition différentes et 2 projets différents, j'ai voulu que ce soit un tome 2. C'est-à-dire que tu vois, il n'y a aucune phrase similaire. Oui, c'est très différent. 2 contenus différents. Voilà, c'est 2 contenus différents. Et toutes les recettes d'ailleurs qui sont dans le deuxième livre sont aussi toutes différentes, avec une approche justement un peu plus healthy, je dirais plus optimisée, tu vois, parce que moi je prône le goût. Donc je veux faire des pâtisseries qui ont du goût, donc je préfère prendre un super chocolat de qualité et faire une belle recette qui a un bon goût de chocolat. Le médecin, justement, lui a une approche plus nutritive, et donc du coup il a relu mes recettes en essayant d'optimiser, en disant tiens, là tu pourrais changer d'ingrédient ou en mettre moins. Donc il a optimisé mes recettes. Et c'est d'ailleurs amusant parce que ce livre confronte, si tu veux, nos 2 regards. Parce que moi, je parle du plaisir, je parle de l'art de la dégustation comme un vrai moyen, si tu veux, de savourer le chocolat et d'être dans le moment présent et de prendre son temps. Et en fait, exactement ça, oui. Et dès lors que tu es dans l'art de la dégustation, t'es plus dans le côté compulsif, je termine une tablette devant la télé. Ouais. Et donc du coup, tu vois, sans dire c'est pas bien de manger une tablette devant la télé, parce que chacun fait ce qu'il veut, et ben moi je propose une autre solution, de déguster le chocolat en pleine conscience, en le partageant avec quelqu'un, en échangeant, parce que tu sais, je te disais, le vocabulaire c'est hyper important, donc d'échanger les sensations, je trouve ça top, et ça participe au plaisir. Et donc du coup, là, moi j'apporte ce regard vraiment sur le plaisir, sur l'expérience de dégustation, où je donne plein d'astuces pour augmenter son plaisir, pour mieux respirer, tu vois, faire la rétro-olfaction, plein de petits gestes hyper simples que tu peux faire, et ça augmente le goût en bouche. C'est quand même dingue. Je confirme, parce que pour avoir assisté à l'un de tes ateliers, il y a quelques mois, j'avais été vraiment bluffée par tout ce qu'on pouvait apprendre et perfectionner sur le volet dégustation pour optimiser l'expérience. Bah écoute, tant mieux, et c'est vrai que j'en suis sûre que quand tu participes à un atelier, quand tu lis un petit peu plus, ça te donne vraiment des outils pour mieux apprécier le chocolat en fait. Non, mais c'est tout à fait ça. Et donc du coup, voilà, et j'adore ce deuxième livre parce qu'en fait, il est hyper croustillant, il y a plein de conseils, plein de choses nouvelles qui viennent compléter le premier. Et puis il y a tout un abécédaire santé sur le chocolat. Et en fait, avec le docteur Afidalol, quand on a fait la revue scientifique, on s'est rendu compte, parce qu'aux États-Unis, ils font énormément d'études sur le cacao, et en fait, on se rend compte que le cacao agit sur notre corps de la tête aux pieds. Et c'est incroyable, mais de partout, tu vois, la vision, les papilles, la récupération sportive, la circulation sanguine, et puis ça prévient aussi des maladies cardiovasculaires. Et en plus de ça, c'est un aliment, c'est-à-dire qu'en fait, il nourrit le corps de nutriments, il y a énormément de potassium, de sodium, de magnésium, donc on voit plein de richesses dans le cacao, et voilà, je trouve ça canon. Et est-ce que toi, cet aspect-là, tu l'as découvert, ou en tout cas, tu t'es plongé dedans pour le livre, ou est-ce que cette dimension à la fois nutritionnelle, santé, tu l'as toujours eu dans la dégustation? Ouais, je l'ai toujours eu, parce que tu sais, quand j'ai fait ma thèse de psycho, j'avais fait toute une partie déjà sur la nutrition et sur les bienfaits du cacao. Ouais. Et puis j'avais fait aussi une autre mission pour une marque sur justement les bienfaits du cacao, et toute une revue scientifique. Tu vois, je l'ai faite il y a peut-être 10 ans déjà, donc là on l'a actualisée. Mais donc ouais, c'est des sujets qui ont toujours été très présents, et j'ai énormément lu, j'ai toujours fait des recherches, et j'en parlais déjà. Ouais. Tu fais partie des rares expertes en chocolat. Tu es même la seule à t'appeler chocologue.
Comment est-ce que t'es venu ce nom dis-nous un petit peu l'histoire qui derrière le nom. Alors c'est que chocologue, c'est un mot nouveau parce qu'il n'existe pas encore dans le dictionnaire. Et c'est un mot que j'ai créé pour justement décrire mon métier que j'étais en train de me construire. Après ma thèse, en fait, ce que je t'ai pas raconté, c'est qu'une des expertes a découvert à l'aveugle toutes les marques de chocolat que j'avais présentées. Et ça m'avait complètement scotché. Et donc du coup, je lui ai dit, écoute, j'adore le chocolat, je suis hyper sensorielle, je rêverais d'être comme toi et de pouvoir découvrir les chocolats à l'aveugle, je trouve ça dingue. Apprends-moi. Et en fait, ça a été vraiment ce qui a déclenché ma passion et mon envie de devenir experte en chocolat. À l'époque, tu vois, j'avais pas encore créé ma boîte et je savais pas du tout que j'allais travailler dans le chocolat, mais je savais que j'avais envie de nourrir cette expertise. Et donc du coup, voilà, et c'est vrai que d'une gourmandise, tu vois, le chocolat est devenu vraiment un objet de passion. Parce qu'en fait, une passion, je me suis rendu compte que ça se nourrissait. En fait, t'es pas juste passionné par le don du ciel, quoi. En fait, t'as un intérêt pour quelque chose et tu deviens passionné parce que tu nourris. T'as un talent, une inclinaison naturelle, mais effectivement, ça se travaille. Ça se travaille. Et donc du coup, tu vois, c'est ça qui a déclenché mon envie d'aller voyager. J'ai visité énormément de chocolateries en France, rencontré les acteurs, interviewer, comprendre. Enfin, voilà, donc c'est ça qui a mis, si tu veux, en action toute ma démarche. Et déjà, c'est une méthodologie, je trouve, intéressante pour quelqu'un qui veut se lancer dans un domaine sans être déjà dedans. C'est intéressant de se dire qu'on peut aussi commencer comme ça en allant à la rencontre des acteurs de la filière qui nous intéressent. Oui, totalement. Je pense que c'est la première chose à faire. Et puis d'aller visiter, être curieux en fait. Et justement, quand tu contactais, avant d'avoir cette légitimité que tu as aujourd'hui, mais à l'époque, tu étais débutante dans le domaine, même si tu avais tu vois, un talent déjà. Mais est-ce que tu as essuyé beaucoup de refus ou est-ce que les gens t'ont plutôt accueilli, ouvert leurs portes Non, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que tu sais, quand j'ai fait ma thèse, je cherchais des experts, finalement tout le monde me disait oui. Donc j'ai pu interroger plein de personnes passionnantes et donc du coup ça m'a vraiment ouvert les portes. Tu vois, et puis même cette thèse, je l'ai partagée avec beaucoup de générosité, donc ça intéressait les acteurs, les professionnels. Donc tout de suite, moi j'ai toujours été dans le partage et tu vois, ça m'a donné vraiment envie de mettre en avant le travail des artisans. Donc j'ai beaucoup écrit sur les artisans, je racontais beaucoup ces rencontres, ces échanges, ce que j'apprenais, ce qui me surprenait. J'ai toujours été dans le partage en fait de tout ce que je pouvais apprendre. Donc le mot chocologue, il est apparu en 2009. J'étais en train de créer ma marque de chocolat et j'animais déjà pas mal de dégustations de chocolat. Et en fait, pendant un atelier, quelqu'un me dit « Mais alors du coup, c'est quoi votre métier ?» Et moi, je dis « Je sais pas, j'étais psychologue et je suis passionnée par le chocolat, donc je suis devenue chocologue. » Et la personne me dit « Ah ouais, c'est tellement... » et en fait, j'ai vu que c'était un mot qui était drôle, tu vois, qui interpellait. Et puis comme à l'époque je travaillais beaucoup avec les œnologues, tu vois, ça faisait sens en fait. Donc j'adorais ce mot, je trouve que c'était vraiment la synthèse, tu vois, de mon travail et de ma démarche. Donc voilà, je l'ai toujours gardé, je l'ai déposé en tant que marque en 2010 à l'INPI. Donc voilà, et puis aujourd'hui c'est la marque de mon entreprise. Comment est perçue aujourd'hui ton activité par les professionnels Tu travailles tous les jours avec... des MOF, des chocolatiers hyper reconnus. Toi, tu n'es pas chocolatière de formation, tu n'as pas ton CAP. Est-ce que ça t'a posé problème ou pas ? Écoute, pas du tout, parce que tu vois, j'ai fait toujours des études, des choix qui m'appartenaient et qui correspondaient plus à moi qui j'étais et ce que je voulais faire. Donc, j'ai jamais été vraiment dans la comparaison. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je suis très complémentaire des chocolatiers, des chefs, et on fait des métiers très différents et très complémentaires. C'est-à-dire qu'eux apprennent la technicité et ils sont devenus par la force des choses, par l'expérience aussi des experts en goût, mais pas avec la même méthode que moi en fait j'ai apprise. Donc du coup c'est hyper intéressant d'échanger, tu vois, de partager
nos sensations, nos expériences. Ouais. Mm. Et d'ailleurs, il y a pas mal de chocolatiers, de MOF qui sont venus à mes ateliers de chocologie et tu vois, eux-mêmes étaient très surpris de voir justement, de découvrir la méthode, de comment on stimule ses sens. C'est vrai que on l'apprend pas à l'école, tu vois, ni dans les CAP, donc ça me donne envie d'ailleurs de partager davantage avec les écoles. Oui, totalement. Ce serait bien que ce soit inclus en fait. Ouais, dans les programmes. C'est une composante du programme. Parce que c'est vrai qu'ils apprennent à fabriquer, ils apprennent la technique, ils apprennent comment travailler le chocolat. Il n'y a pas de cours sur la dégustation, sur l'analyse sensorielle. Alors que c'est hyper important. Une question aussi sur le côté construction de marque. De par ton expérience, mais aussi par tes études, tu es aussi une experte en marketing. Comment est-ce que tu as fait pour construire une marque qui soit cohérente alors tu as différentes activités? Comment est-ce que tu fais pour que les différentes activités ne se cannibalisent pas, que ce soit clair même pour tes clients et que le tout reste cohérent? C'est une très bonne question, surtout que c'est une réflexion de plusieurs années. Et, moi, si tu veux, historiquement, j'ai toujours eu 2 sociétés. Donc au départ, c'est quelque chose que je cloisonnais. C'était très différent et il y avait des clients pour les animations, les clients pour le chocolat. Et puis j'ai fermé la première boîte que j'ai créée en 2012-2013. Et donc du coup j'ai continué avec ma société de conseil. Donc ça a été mon pilier. Donc j'ai continué mes animations, mes formations. Et pendant 1 an, j'ai une année de flottement où il s'est passé plein de choses. À un moment donné, j'ai travaillé sur une boutique hôtel et puis finalement j'ai même eu un grand moment de désespoir où je suis allée donner mon CV à des cabinets RH pour trouver un boulot parce que je me suis dit en fait il faut que je retourne dans la vie salariale. Et c'est intéressant aussi d'entendre ça, qu'il y a des moments down qui... Ouais, mais en fait, si tu veux, je pense que tu vois, dans ma vie entrepreneuriale, donc là ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, je pense que ça fait 2 ans que je suis contente d'être indépendante. Pendant plusieurs années, donc pendant plus de 10 ans, chaque année, je terminais mon année en me disant ok, est-ce que je rempile ? Vraiment, je me suis posé la question à chaque fois en disant ok, parce que c'est tellement d'énergie, je me sentais seule, tout est incertain, tu vois, quand t'as ta boîte, tu sais pas quel chiffre d'affaires que tu vas faire. Donc c'est dur. C'est énormément de questionnements. Et puis quand ta vie perso évolue, que tu commences à avoir une famille, etc., voilà, t'es aussi face à une réalité en disant est-ce que c'est raisonnable, est-ce qu'il faut que je continue, on va aller vers la sécurité en fait. Et c'est vrai que je suis allée voir cette RH d'ailleurs, désespérée, en lui disant voilà, c'est bon, je viens de fermer ma boîte, là ça fait 1 an que j'ai eu des projets mais ça a capoté, je pense qu'il est temps pour moi de me ranger. Et en fait, elle m'a écoutée pendant 1 heure et là je lui ai raconté, parce que tu vois, avant de créer ma marque avec mes associés, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'avais envie de créer le Sephora du chocolat. Et c'est pour ça que j'ai mis 2 ans à créer ma marque, c'est que j'ai passé 1 an sur un projet de Sephora du chocolat, que finalement on a laissé tomber parce que c'était la crise de 2008 et que ça coûtait hyper cher et tout d'emprunter, ça me faisait... Mais quelle super idée. Mais c'était canon, ouais. Donc c'est pour ça que j'ai voyagé partout, parce que j'avais sourcé, j'ai fait tout mon catalogue et tout. Ça, c'était vraiment l'éclate. Et après, je me suis dit non, je vais pas faire le Sephora du chocolat, je vais créer ma marque sur internet. Et c'est là où il y a eu le projet Abanico, où j'ai créé mon site internet pour vendre du chocolat. Et puis finalement, tu vois, on a fermé cette société parce qu'il se trouvait que j'ai eu beaucoup de succès avec les entreprises, alors que c'était pas du tout prévu dans mon modèle. Et donc du coup, je vendais pas du tout sur internet, parce que voilà, ça marchait pas. Et donc du coup, je faisais que du B2B et de l'événementiel. Et donc du coup, bref, mon modèle n'allait plus avec mes coûts. Et j'ai dû fermer cette société-là. C'est pour ça que je te disais, ce qui est dur quand tu lances un business, c'est de trouver ton business model. Tu penses que tu vas vendre à tel client, mais en fait, c'est les autres qui t'achètent. Et donc, du coup, c'est toujours... Donc, si tu veux, voilà. Donc, tout ça se termine. Je vais voir cette RH et je raconte toute mon histoire. Donc, Sephora du chocolat, finalement, site internet. Mais finalement, c'était le B2B. Puis finalement, j'ai arrêté. Et je lui dis, voilà, moi, j'adore le marketing sensoriel. Je suis hyper sensorielle. Je travaille soit dans le parfum, soit dans la bonne bouffe. Trouvez-moi ce que vous voulez.
Et elle m'a regardée en me disant attends, en fait, je veux bien te trouver un boulot, mais tu vas te faire chier. Enfin, je pense que c'est pas du tout pour toi. Je comprends que tu sois désespérée, mais moi je vais te dire quelque chose. Ça fait 30 ans que j'ai créé mon cabinet RH et ça fait 30 ans que je me bats pour vendre mes services et pour avoir des clients. Et l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est se battre. Et c'est se battre tous les jours. Donc du coup, là, ok. Et elle me dit, écoute, moi je pense que tu as un super produit, tu as des très très beaux clients, tu as un bon réseau, donc voilà, tu as 30 ans, il est temps pour toi de te relever et tu repars monter ta boîte de B2B, tu vas aux entreprises, tu ne te déplaces plus sans te faire payer, maintenant tu n'as plus rien à prouver et tu y vas quoi. Et en fait, elle m'a reboosté, tu vois, elle m'a remonté un peu comme un automate et je te promets, je suis partie de chez elle, de son cabinet, mais en marchant comme un soldat, tu vois. Elle était au 6e étage, j'ai descendu ces escaliers en mode, ok, tu vois, je suis rentrée chez moi. J'ai ouvert mon ordi et là c'était parti, j'ai remonté la marque, j'ai repris mes chocolats, j'ai refait un premier Noël en me disant, allez, je tente le tout pour le tout, tu vois. Et puis voilà, le deuxième Noël j'ai fait x2, et puis le troisième Noël je me suis encore développée, et donc tu vois, et j'ai relancé cette marque il y a 10 ans du coup, et que j'avais appelée Les Carrés Victoire. Et donc du coup j'étais encore dans la même logique où finalement tout était dans la même boîte, mais dans cette boîte-là de conseils, j'avais toutes mes activités du coup. J'avais ma vente de chocolat, j'avais la vente des événements et des team building, et j'avais la vente de la formation. Mais j'avais 2 marques, tu vois, la partie chocologue et la partie Les Carrés Victoire. Et en fait, ma marque grandissant, il se trouve que mes clients, du coup, c'était du B2B. Ouais. Et en fait, donc je vendais aux entreprises. Je vends toujours aux entreprises d'ailleurs. Et toutes les entreprises venaient chez moi pour avoir de la personnalisation. Donc en fait, à chaque fois que je vendais du chocolat, c'était avec un fourreau, avec la marque, le logo de l'entreprise, les couleurs de l'entreprise. Et en fait, ma marque Les Carrés Victoire n'avait pas de terrain de jeu. Oui, n'apparaissait pas. Tu vois, n'apparaissait jamais. Et donc du coup, pour te dire que la stratégie de marque, c'est vraiment une réflexion de long terme, c'est que cet été, tu vois, donc c'est très récent, 8 ans après, 8 ans après ce lancement, du coup, donc 8 ans après, j'ai réfléchi avec mon équipe en disant ok, donc en fait, faisons le bilan. Notre société, on vend quoi? Donc du coup, tu vois, on a déballé tous les services qu'on vendait. Le chocolat en fait partie, mais c'est que de la personnalisation à l'image des sociétés. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on mette tout au nom de Chocologue. Parce qu'en fait, si jamais on vient chez nous, c'est pour justement cette expertise du chocolat, tout à fait. La qualité des chocolats, les services de personnalisation. Il y a beaucoup de gens par exemple, qui commandent un événement et qui offrent après des chocolats. Ou il y a des gens qui offrent des chocolats et qui disent tiens, on va organiser un team building après un séminaire dans 3 mois. Donc tu vois, c'est très complémentaire. Oui, bien sûr. Et puis c'est de la personnalisation, mais de chocolat de très bonne qualité. Enfin, voilà. Ce qui n'est pas toujours. Non, et je suis la seule un peu dans ce créneau, si tu veux, Mmh. parce que j'ai toujours fait de la marque blanche, c'est vraiment notre spécialisation. On est capable de tout faire, parce que je travaille avec différents artisans qui ont des savoir-faire très différents. Et tu vois, avec ces artisans, j'ai une relation d'exclusivité. Mmh. Donc chaque client est un projet sur mesure. Mmh. Et je développe aussi beaucoup de recettes pour des marques, en fonction des fragrances des parfums, en fonction du parfum d'intérieur, en fonction d'une thématique. Ouais. Donc c'est l'éclate. Ouais. Et avec tout ça, est-ce que te reste encore des choses à accomplir? Est-ce que tu as encore des rêves? Est-ce que tu as des projets dans les tuyaux dont tu aimerais nous parler? Bah écoute, les rêves, il faut toujours en avoir. C'est le grand moteur de la vie. Et ouais, écoute, moi, si tu veux, j'ai une passion pour le voyage, donc c'est vrai que je suis toujours très friande de continuer mes voyages dans les plantations de cacao et de tisser encore plus de relations dans le monde du chocolat avec les chefs. Et je me rends compte en fait que le marché du chocolat explose partout dans le monde, et ça c'est hyper positif parce que là je parle vraiment du marché du chocolat qualitatif, aromatique, et en fait il y a de plus en plus d'acteurs qui arrivent sur le marché. Et je trouve que c'est en même temps une offre incroyablement diversifiée qui se propose aux consommateurs. Et en même temps, ça crée un peu une angoisse chez les consommateurs qui ne savent plus trop où aller, qui ne comprennent plus trop, c'était ta question, mais qui fait quoi? Mais en fait, elle est où la qualité? Et puis dans un supermarché, il faut acheter quoi? Et puis chez un artisan, il faut aller chez qui? Enfin, qui est un vrai chocolatier? Ouais, t'as toujours plein de questions. Et donc du coup...
voilà, je sens qu'on a vraiment besoin d'explications, de transparence, de formation. Donc ça, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup et j'ai de plus en plus de demandes sur ce sujet-là. Et là, en fait, on prépare toute une formation en ligne pour justement former les acteurs du chocolat partout dans le monde. Donc ça sera une formation en ligne qui sera disponible en 2023. Et ça sera l'occasion pour moi de lancer justement l'école de chocologie. Ok. Donc voilà, ça c'est un grand lancement qu'on prépare. Parce que je pense que vraiment ma valeur ajoutée, si tu veux, dans le milieu du chocolat, c'est vraiment... c'est vraiment la formation. Ouais, je confirme. Même organiser des voyages, tu vois. Dès que je peux faire découvrir ce monde du chocolat, je pense que je peux vraiment être un véhicule moteur de cette découverte. Et cette formation s'adressera évidemment aux professionnels du chocolat, mais aussi aux amateurs qui ont envie d'en savoir plus. Et, aux passionnés. Aux passionnés qui veulent apprendre à déguster. Aux gens qui se rêvent chocologues. Exactement, qui se rêvent chocologues, parce qu'il y aura un diplôme, évidemment, de chocologie. Et c'est un diplôme que j'aimerais faire reconnaître par les professionnels qui connaissent mon travail, parce que je pense que ça peut apporter vraiment un vrai plus pour un chocolatier, par exemple, d'avoir ce diplôme de la dégustation. Victoire, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé dans ton parcours et qui est très important dans le podcast, c'est le fait d'être une femme dans ce milieu du chocolat. Est-ce que toi, dans ta vie professionnelle, être une femme, ça a eu une incidence positive ou négative, ou pas d'ailleurs Écoute, moi ça m'a jamais posé de problème. C'est un milieu dans lequel je me sens super bien. C'est vrai que c'est un milieu qui se féminise de plus en plus. Donc ça, on voit que plus de femmes arrivent dans le chocolat et ça, c'est top. Parce que je pense qu'on est très complémentaires. Encore une fois, une femme, elle a une sensibilité, elle a une façon de travailler qui est différente. Ce qui est intéressant, je trouve, dans les équipes, c'est de voir qu'il y a une complémentarité. La mixité, la parité, absolument. Et dans le chocolat, ça arrive de plus en plus, même si, c'est sûr que c'était un milieu très, très masculin, et ça reste encore un peu, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'évolution. Ouais. Et toi qui vois justement beaucoup l'univers des chefs également, est-ce que tu as l'impression que la place des femmes évolue dans le milieu de la gastronomie en général ? Est-ce que tu vois émerger plus de femmes chefs, de femmes en position de leadership quel est ton ressenti par rapport à... Parce que maintenant, tu commences à avoir une quinzaine d'années de recul. Donc, quand tu arrives dans ce milieu, par rapport à aujourd'hui? Écoute, moi, j'ai l'impression d'être entourée de nanas, mais c'est peut-être parce que je vois aussi pas mal... évidemment, il y a une majorité d'hommes encore, tu vois, mais... c'est pas un métier évident aussi. C'est-à-dire que... c'est un métier qui est hyper fatigant, avec des horaires très exigeants. Voilà, c'est sûr que les femmes, tu vois, quand elles commencent à avoir des enfants, une famille, etc., elles se posent des questions de rester dans un resto jusqu'à minuit, quoi. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, en fait, c'est plus factuel, mais t'as plein de métiers qui sont comme ça, où t'as des femmes qui laissent un peu leur place aux hommes, parce qu'elles préfèrent leur qualité de vie, voir les enfants, etc. Donc... c'est un choix de vie, en fait. Ouais, il y a beaucoup de choix de vie... moi, au contraire, je suis plutôt épatée par toute cette génération d'entrepreneurs de chefs qui sont hyper actifs, qui lancent qui ouvrent des restos, des chocolateries, des pâtisseries, qui mettent en avant des tendances, qui apportent leur vision. Enfin, voilà, je pense à Ophélie Barrès, Jessica Préau-Palto, Johanna Lepape. Enfin, voilà, c'est... Amandine Chéniaud, Béatrice Gonzalez, tu vois, j'ai plein de noms de femmes hyper dynamiques, je trouve, qui colorent vraiment le paysage et qui ont l'air plutôt heureuses quand on les voit. Donc... Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux auditeurs, aux auditrices, qui serait un petit résumé de ta carrière, de ton expérience, pour les gens qui ont envie de lancer leur boîte, quel que soit le domaine, que ce soit en devenant chocolatier, que ce soit en devenant expert dans le domaine de la gastronomie? Écoute... Même si je trouve que l'épisode a été très riche en conseils, c'est vraiment chouette ça.
Tu sais, je reçois pas mal de messages, justement via les réseaux sociaux et tout, de personnes qui adorent le chocolat, qui veulent se reconvertir. Et je donne toujours mon portable, tu vois, voilà, appelez-moi, et je les reçois vraiment volontiers. Et ce que je leur dis, c'est, voilà, si vous avez une envie, allez-y. En fait, on n'a qu'une vie. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut vraiment... Je pense que la vie, c'est un développement. C'est-à-dire qu'en fait... Enfin, moi, c'est comme ça que je le vis. C'est que moi, j'ai identifié des choses qui me faisaient plaisir, que j'aimais faire. Et je passe ma vie à développer ces talents, en fait. Et je continue sans cesse. Donc tu vois, quand je vois quelqu'un qui a vraiment une passion ou qui a envie de faire quelque chose, je dis mais ça veut pas dire de lâcher son boulot tout de suite, parce qu'après il y a la vie, il y a le côté rationnel, on fait pas n'importe quoi, tu vois, il y a des responsabilités. Mais rien n'empêche de se former en parallèle, de faire un petit boulot le soir ou le week-end. Et comme ça, on voit sur le terrain. Voilà, les gens qui veulent aller dans le chocolat, je leur dis, tiens, le week-end, soyez vendeuse de chocolat. Moi, je l'ai fait pendant des années. J'ai appris énormément en vendant du chocolat, parce que tu parles à des amateurs, à des acheteurs, à des gens qui veulent offrir, et tu vois quelles sont les vraies questions qui se posent, en fait. Et ça, t'apprends le marché, t'apprends comment vendre le produit, comment en parler sur le terrain. Donc moi, les conseils que je donne, c'est vraiment... il faut alimenter ses désirs, il faut lire, il faut faire des petits boulots, il faut rencontrer les acteurs, il faut poser toutes les questions, il n'y a jamais de questions bêtes, et si je peux aider, évidemment, enfin tu vois, c'est... Ouais. Et puis après, c'est persévérer. Je pense que ça, c'est un des conseils, il faut jamais l'oublier, quoi, parce qu'il y a tellement d'événements dans la vie qui peuvent nous faire baisser les bras qu'il n'y a rien sans rien, vraiment. Victoire, on va passer à la dernière partie de l'interview, le questionnaire Girls in Food, des questions pour mieux te connaître. Quel est ton dernier coup de cœur food ? Alors ça peut être un restaurant, ça peut être un livre, ça peut être un vin, ça peut être un chocolat. Je sais pas, j'ai l'impression d'en avoir trop. Je peux pas t'en sortir un tout de suite là maintenant. Je sais pas, la blanquette de mon mari ce week-end. Ça marche pas. Ça peut. Par contre, les auditeurs vont vouloir venir la goûter. Ouais, ils sont les bienvenus. Un plat qui résumerait ton enfance. Je sais pas, je te ressors la langue de bœuf. Non, un plat qui résume mon enfance, je pense que c'est vraiment la mousse au chocolat, parce que c'est le dessert que je faisais tout le temps, que j'avais tout le temps à mon anniversaire. Je pense qu'il n'y a pas une photo de moi sans mousse au chocolat, en fait. Donc, ouais, je pense à ça. Est-ce qu'il y a un plat que tu as goûté que tu n'as jamais oublié ? Moi, je dirais que ma Madeleine de Proust, c'est le chocolat chaud de ma grand-mère. Ça, et dès que je sens l'odeur, ça me transit d'émotion. Ah, c'est chouette. Est-ce qu'il y a un aliment que tu détestes ? Non, mais il y a des choses que j'aime pas trop manger, genre le canard pas cuit, le fenouil, mais j'ai appris à tout aimer et à tout manger, n'oublie pas. On reboucle avec le début de l'interview. Est-ce qu'il y a un produit que tu as toujours au frigo ou dans ta cuisine ? Ouais, alors c'est la pâte de cacahuètes. Je suis complètement addict à la cacahuète. J'adore me prendre une petite cuillère en rentrant chez moi le soir. Ça, c'est vraiment un rituel. On est d'accord, c'est du beurre de cacahuète, c'est ça ? Ouais. Okay. Peanut butter. To be more clear. Ouais, non, pâte de cacahuète, ça j'adore. Je suis une énorme fan. Et puis j'ai toujours des graines. J'ai toujours des noix de cajou, des amandes, tu vois, des petits mixtes un peu énergie. Ça, je grignote ça souvent, ouais. Est-ce que tu as une recette fétiche que tu fais tout le temps à la maison ? Ouais, c'est des cookies ou un brownie. Ça, je pense que c'est plusieurs fois par mois. On veut bien ta recette. Mais elle est partout, sur les réseaux, dans mon livre, partout. Et quand tu es en cuisine pour faire ton fameux brownie, qu'est-ce que tu écoutes ? Est-ce qu'il y a une bande-son qui passe ? Est-ce que tu travailles en silence ? Tu es en méditation ? Ou est-ce que tu écoutes la radio, des podcasts, de la musique ? Alors, en fait, le week-end, quand je cuisine, je suis souvent avec les enfants. Avec mes filles, donc c'est l'occasion de partager avec elles, tu vois. Elles parlent pas beaucoup parce qu'elles ont tout le temps la bouche pleine avec des choses, mais à tout goûter.
Mais ouais, en fait, non, c'est vraiment un moment de partage. Mm. Tu vois, quand je cuisine, c'est vraiment pour être avec les filles et faire une activité avec elles. Quel serait le resto de ta vie s'il n'en restait qu'un? Ton restaurant préféré de tous les temps? Oh là là, franchement, j'en ai pas. Ça peut ne pas être un restaurant gastronomique, hein, ça peut être ton bistrot préféré. Enfin, Ouais. pas de pression sur le type de restaurant. En fait, enfin, j'ai pas de resto préféré, mais c'est vrai que il y a un resto que j'adore vraiment parce que j'y vais l'été. C'est chez Joe, dans le Var, où tu manges une langouste, les pieds dans l'eau. Là, c'est quand même magique, tu vois. C'est une petite cabane, ça ressemble à rien, et là, t'as l'impression d'être au paradis. Okay. Est-ce qu'il y a un restaurant qui te fait rêver, que tu donnerais cher pour découvrir? Moi, j'adore la cuisine des grands chefs. Mmh. Parce que je trouve que c'est assez fascinant de voir à quel point ils transforment un aliment et à quel point ils travaillent le goût. Ça, c'est vraiment une fascination que j'ai pour la gastronomie et l'admiration que j'ai pour les chefs, en fait. Tu vois, je trouve que c'est des artistes, en fait. Mm. Et donc, j'adore découvrir le travail d'un artiste. Tu vois, j'en ai pas un préféré, c'est toutes les émotions qu'ils peuvent créer à ce moment-là. Et donc, voilà, c'est vrai que je rêverais faire des grands restaurants comme Gagnère, comme Bras, comme... Trois Gros, enfin tu vois, des institutions que j'ai pas encore faites. Et voilà. Dernière question de cette interview. Quelle femme souhaiterais-tu entendre au micro de Girls in Food? Puisque je rappelle que c'est Catherine Cluzel qui t'avait passé le relais il y a quelques mois de ça. Oui, attends, j'avais écouté ça. Je te remercie Catherine, c'est trop chou. Et ben écoute, je sais pas, il y en a tellement de femmes incroyables. Qui tu aimerais entendre? Écoute, je pense à cette femme très inspirante qui s'appelle Sophie Roulet, qui est une passionnée du vin, et elle se fait appeler la fée du vin. Mmh. Et c'est une personne très poétique qui justement fait découvrir le vin, anime beaucoup de dégustations et voilà, je pense que tu passerais un bon moment avec elle. Merci beaucoup, Victoire. Merci à toi, Adeline. À très bientôt. À bientôt. Si ce podcast vous plaît et que vous voulez m'aider à le faire connaître, mettez-lui 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur votre appli de podcast préféré. À bientôt pour une nouvelle interview de femmes inspirantes.